Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle Deck Tech. Aujourd'hui, je vous présente mon nouveau commandant Tanouk, mon commandant de l'espace qui va warper des gros bazouzous. Tanouk, second inébranlable pour 4 mana, dont 2 rouges, c'est une 3-5 et les autres créatures que l'on contrôle ont la célérité, ce qui est déjà pas mal. Mais en plus de ça, les cartes d'artefacts et les cartes de créatures rouges dans votre main ont l'Hyperspace, Hyperspace 3. Donc ça c'est Warp, hein. Warp 3, ça veut dire qu'au lieu de payer le coût des sorts normaux, le CCM normal, on va payer 3, on va cast la créature qui va arriver sur le board, et à la fin du tour elle va être exilée, et on pourra la jouer pour son CCM normal à un autre tour. Donc vous avez compris, là le but ça va être de poser des gros bazouzous, des grosses créatures qui vont attaquer avec la célérité, qui vont avoir des effets cool, qui vont ensuite aller à l'exil et on pourra les rejouer plus tard. Alors instinctivement, c'est vrai que quand on le regarde, on se dit qu'on va vite manquer de ressources, c'est-à-dire que rapidement en early game, en fait, on va se vider de sa main, vu que tous les sorts vont coûter 3 en gros, et qu'après, pour rappeler les créatures qui seront exilées, bah, ça va nous coûter bien cher, parce qu'effectivement, on va profiter du coup de Warp pour jouer des grosses saloperies, quoi. Donc la façon dont je l'ai construit, justement, bah, ça va être de faire un max de value avec les créatures dès qu'elles vont arriver sur le board, ou dès qu'elles vont toucher grâce à la célérité, et notamment essayer de pondre un maximum de trésors, voilà, pour être sûr de pouvoir rappeler les créatures qui ont été warpées. Alors pour ça, évidemment, on a plein de gros dragons, que je vais me faire un plaisir de vous présenter dans quelques instants, mais en premier lieu, le but, ça va être de ramper jusqu'à Tanouk, ça veut dire que si Tanouk arrive tour 3, voire tour 2, c'est possible, et bah c'est très cool, et c'est-à-dire que dès le tour 3 ou dès le tour 4, on va pouvoir commencer à mettre des grosses tatanes et à faire de la value. Et pour ça, bien évidemment, classico, j'ai envie de vous dire, et bah on va commencer avec le Sol Ring, un magnifique Sol Ring promo, je sais plus trop d'où il sort lui, je me demande s'il vient pas d'un Secret Lair, mais ça me paraît étonnant. Dan Frazier, le meilleur pour dessiner les bijoux à Magic. Voilà, comme ça, on peut se dire que Tanouk potentiellement arrive tour 2. Arcane Signet, parce qu'il n'y a aucune raison qu'on se prive de ça pour 2 mana. La Wayfarer Bubble, pareil, si ça arrive tour 1, ça veut dire que derrière Tanouk arrive tour 3. Voilà, pour 1, elle arrive, pour 2, on l'engage, on la sacrifie, on va chercher un basique qui va arriver sur le champ de bataille, on mélange la bibliothèque. Voilà, beaucoup de solutions hein, pour faire arriver Tanouk tour 3 minimum. Ruby Médaillon, ça c'est excellent parce qu'il faut savoir que le coup de Warp, l'Hyperspace, en fait c'est considéré comme si on lançait le sort. Donc ça veut dire que tous les sorts rouges vont coûter 1 de moins à lancer, ça veut dire que le coup d'Hyperspace va être de 2. Alors vous imaginez, si le coup d'Hyperspace est de 2, ça veut dire que très rapidement on va pouvoir lancer 2, 3, 4 sorts dans le tour. Même s'ils sont exilés à la fin, avec toute la value qu'on va faire, ça peut aller très vite. D'ailleurs c'est la même chose, voilà. Pour le monument d'Azoret, à peu près la même chose. Hein. C'est un artefact légendaire qui arrive pour 3, et les sorts rouges qu'on lance coûtent 1 de moins à lancer. Alors on a quand même des gros artefacts dans le deck, mais vous allez voir quand même que le deck tourne principalement avec des gros dragons mono rouges. Et petit effet qui se coule, à chaque fois qu'on lance un sort de créature, on peut se défausser d'une carte, et si on fait ainsi, on pioche une carte, histoire potentiellement d'aller chercher d'autres sorts de créatures qu'on va pouvoir warper pour seulement 2 mana. Donc ouais, le Ruby Médaillon et le Monument d'Azoret, c'est extrêmement fort dans le deck. Ragavan Habile Chapardeur, parce qu'on a tout simplement déconstruit le Rakdos Cruel Claw, et que il a trouvé une autre maison très rapidement, hein, le petit Ragavan. De toute façon, c'est à peu près bon partout, hein. Pour seulement 1 mana, à chaque fois qu'il met des blessures de combat à un joueur, on va créer un jeton trésor, on va pouvoir exiler la carte du dessus de la bibliothèque de l'adversaire chez qui on a connecté, et jusqu'à la fin du tour on peut lancer cette carte. En vrai c'est pas spécialement ça qui nous intéresse, même si ça peut être rigolo. Là le but ça va être de pouvoir connecter dès le tour 2 et appeler Tanouk dès le tour 3. Gardien de Zo Mécan, lui aussi il nous vient de Edge of Eternities. C'est un dork qui fait du mana rouge pour seulement 2 mana. En plus c'est une 1-3, il y a un bon petit body. Donc créature artefact, on l'engage pour faire un rouge. Voilà, c'est pas tous les jours qu'on voit des petits dorks en mono rouge. Et il y a un petit effet qu'on utilisera une partie sur 1000 je pense. Pour 7 mana, une créature ciblée que l'on contrôle gagne plus 4, plus 0 jusqu'à la fin du tour. On peut le faire qu'en rituel. Peut-être qu'un jour ça me permettra d'avoir le reach. Generous Plunderer, alors ça c'est vraiment excellent, hein. Je connaissais pas trop cette carte parce que forcément ça vient du set qui était inclus dans Thunder Junction, donc je suis passé un petit peu à côté de certaines cartes, mais alors ça qu'est-ce que c'est puissant. C'est une 2-2 pour seulement 2 mana, ça a la menace, et au début de notre tour on va créer un token trésor, et un adversaire ciblé va également créer un trésor. Alors comme d'habitude, encore une fois, on s'en fout un peu de donner l'avantage à certains adversaires, parce que on va faire créer un trésor à l'adversaire qui est un petit peu à la traîne ou qui a un petit peu de mal dans la game. En plus de ça, il nous remerciera. Et puis nous, on est sûr d'avoir notre petit trésor qui pop au début du tour, quoi qu'il arrive. Et en plus de ça,
quand le Generous Plunderer attaque, il suffit juste qu'il soit déclaré attaquant pour ça, on va mettre un nombre de blessures égal au nombre d'artefacts que l'on contrôle au joueur qu'on attaque. Donc vous allez voir qu'il y a moyen de faire énormément de trésors dans le deck, donc ça veut dire que en plus lui-même de créer des trésors, il va pinguer à 2, 3, 4, 5 à chaque fois qu'il attaque, sachant qu'il a la menace, ce sera un peu moins compliqué d'attaquer avec lui. Donc non, Generous Plunderer, une fois que c'était sur le board, j'ai halluciné à quel point c'était efficace, c'est une très très bonne carte, et qui commence à coûter bien cher. Pyrétique Ritual, du mana positif tout simplement, en instant, pour 2 mana on va faire 3 mana rouges, pareil toujours dans le but d'appeler Tanuk tour 3. Un petit Evoli, et oui depuis le Universe Beyond Pokémon on est bien content d'avoir... Non pas du tout, c'est un proxy à la con, j'ai pris Evoli parce que je le trouvais très mignon, je le trouvais très charming justement. C'est juste que Charming Scoundrel, je le joue dans tellement de decks dès que ça touche au rouge, que du coup j'ai la flemme à chaque fois de changer les cartes pour les faire passer d'un deck à un autre quand je joue, donc je me suis fait un petit proxy. Pareil, hein, on est toujours dans le but d'appeler Tanuk le plus vite possible. Pour 2 mana dont un rouge, c'est une 1-1 avec la célérité. Quand elle arrive, on peut choisir un de ces 3 effets, discard pioche, ça peut toujours servir ça. Créer un trésor, c'est souvent cet effet qu'on va faire, ou créer un roll token, ce n'est jamais arrivé que je crée un roll token. Voilà, donc là on est toujours dans la rampe de early game. Hein. Casseuse de figures professionnelles, bah un peu à l'instar de Evoli, j'ai l'impression que je l'ajoute dans tous mes decks rouges maintenant, la casseuse de figures professionnelles, qui nous vient des rues de la Nouvelle Capenna. C'est une bagarreuse des rues de la Nouvelle Capenna. 2-3 menaces, histoire d'être quasiment sûr que ça passe. À chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, on va créer un trésor. Donc c'est pas forcément elle. Hein. Évidemment, elle va pouvoir attaquer et aller connecter. Mais vous verrez qu'on a plein de dragons avec le vol et que du coup on va vite rentabiliser ça en allant toucher avec le vol et en créant des trésors. C'est vraiment trop fort. Et petite capacité supplémentaire qui fait toujours plaisir, on sacrifie un trésor, on exile la carte du dessus de la bibliothèque, et on peut jouer cette carte ce tour-ci, c'est de l'impulse draw, sachant que toutes les cartes du deck, à peu près, vont coûter 3 mana, voire 2 grâce au warp. Bah c'est excellent, hein. Je sais pas quoi dire sur cette carte, tellement c'est efficace en fait. Et dernière pièce de rampe, on va dire en early game, en fait là c'est un peu entre les deux, parce que c'est ni vraiment early game, c'est plutôt une carte qu'on va jouer en milieu de game. Pyromancienne de Rodéo, pour 4 mana dont un rouge, c'est une 3-4, et à chaque fois qu'on lance le premier sort à chaque tour, on va pouvoir ajouter 2 mana rouges à la pool. Donc je rappelle que le Warp, c'est lancer un sort, donc ça veut dire qu'encore une fois, si on a le Monument d'Azoret ou le Ruby Médaillon, bah en fait, ça va rembourser le premier sort de Warp, parce que voilà, quand on joue un sort avec l'Hyperspace, bah le sort est lancé, donc on va ajouter 2 mana rouges à la pool pour directement derrière recaster un sort avec le Warp. Ça peut très très vite snowball, hein. Vraiment les games que j'ai gagnés avec ce deck, ça a été plié assez rapidement. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le tester que 3 fois pour l'instant, et sur 3 games, j'en ai gagné 2, sachant que la 3e game donc, que j'ai perdu avec, c'était une no-game. Hein. En fait, j'ai fait une giga manades. J'ai fait un premier mulligan où j'avais 2 landes et de la pioche en main, donc finalement j'équipe parce que j'avais la flemme en fait de relancer un mulligan. En plus de ça, c'est une game qui a duré une bonne heure et demie si c'est pas 1h45, et à savoir que j'ai pioché 3 landes de toute la game. Voilà. Donc c'est bien, on m'a laissé tranquille pendant toute la game, mais j'ai absolument rien fait. Ça a été abominable, ce genre de game qu'on aimerait bien oublier, clairement. Donc finalement, j'ai pas pu vraiment prendre de data sur le deck, parce que le deck a strictement rien fait. En plus, les 3 landes, je les ai piochées en late game, donc voilà, j'ai passé 8 tours avec 2 landes sur le board. Cette game a strictement servi à rien. J'étais un peu deg, je vous le cache pas, mais vu les dégâts que j'avais fait avant avec Tanuk, je pense que c'est juste la roue du karma qui a tourné. Comme je vous l'ai dit, en fait, le but, ça va quand même être de faire un maximum de trésors avec les gros tons qu'on va appeler pour pouvoir rappeler les gros tons derrière qui seront en exil grâce à l'hyperspace. Et alors pour ça, on a pas mal de solutions. On a le Cavern Horde Dragon qui coûte 9, mais en fait, bon, à chaque fois je vais dire le CCM, mais vous vous doutez bien que généralement on va caster nos sorts pour 3 ou pour 2. Il va tout de même coûter X de moins, X étant le plus grand nombre d'artefacts contrôlés parmi nos adversaires. Donc si on a un adversaire qui a 5 artefacts et que c'est lui qui a le plus d'artefacts dans la game, et bah Cavern Horde Dragon va coûter X de moins. Et il me semble que ça marche pour le Warp. Alors j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais il n'y a pas de raison que ça marche pas pour le Warp. Donc généralement il coûtera un mana rouge. C'est une 6-6, Vol Trample Haste, même si Tanuk lui donne le haste quoi qu'il arrive. Et quand il met des combats de damage à un joueur, et ben on va créer autant de trésors que d'artefacts que contrôle ce joueur. Donc évidemment on va essayer d'aller taper chez le joueur qui a le plus d'artefacts. Et minimum Cavern Horde Dragon, ça va faire 2-3 trésors. Donc voilà, une 6-6 qui va directement taper en l'air et qui va faire 3 trésors. Donc finalement qui rembourse son coup de warp à elle toute seule.
Et bah ça on mange. Un petit reptincelle, donc pareil, hein, toujours issu du UB Pokémon, non pas du tout, c'est un proxy à la con du Ancient Copper Dragon, qui coûte encore bien trop cher, et vous me direz peut-être qu'en fait, il me suffit de revendre ce reptincelle set de base, français, Near Mint, pour me payer une partie du Ancient Copper Dragon. Je préfère caster des reptincelles, je trouve ça bien plus rigolo. C'est une 6-5 vol, et à chaque fois qu'il connecte avec un adversaire, on va lancer un dé 20, et on va créer un nombre de trésors égal au résultat du dé. À la dernière game que j'ai gagné avec Tanouk, j'ai fait un bon 18. Donc j'ai rappelé tout ce qui était en exil. Voilà, avec 18 mana, on fait à peu près ce qu'on veut. Hein. Et en fait, ça s'est soldé par un tour de table où tout le monde faisait la gueule. Et finalement, tout le monde a concède parce que j'étais... Voilà, le seul moyen de s'en sortir, c'était une vrasse. Personne n'a pioché sa vrasse. Donc j'étais sûr de gagner pendant mon tour. Ancient Copper Dragon, hein, ça a déjà fait ses preuves. Et d'ailleurs, on le voit au niveau du prix. Goldust Triad, ça c'est excellent pour 5 mana, c'est une 4-3, ça a le vol, mais aussi la myriade. Alors myriade, ça veut dire que si on attaque un adversaire avec, on va créer une copie de ce dragon pour chaque adversaire qui est en face de nous, et on va attaquer avec la copie. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on va créer 2 copies généralement à chaque attaque, qui va aller toucher chaque adversaire. Et à chaque fois que cette créature met des combats de damage à un joueur, on va créer un trésor, donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il attaque, en gros, si tout le monde est encore vivant autour de la table, et ben on va créer 3 trésors. Donc voilà, encore une fois, toujours dans l'optique de faire plein de mana pour rappeler les bêtes qui sont à l'exil. Emrakul's Hatcher, et bah toujours le même principe. Hein. Alors là, c'est une petite 3-3. Excusez-moi. En revanche, dès qu'il arrive, on va créer 3 Eldrazi 0-1. Donc les Eldrazi spawn, hein, c'est ceux qu'on peut sacrifier pour faire un mana incolore. Donc non seulement ça va faire du board, parce que vous verrez qu'en fait, le petit défaut du deck, au-delà de manquer de ressources à partir du late game, parce qu'on va vite cracher notre main, et ben en fait, on n'aura pas beaucoup de board, sauf si effectivement on fait beaucoup de trésors très très vite et qu'on peut rappeler tout ce qui est à l'exil. Mais vous verrez qu'on aura quand même besoin d'un peu de défenseur. Donc là, j'ai un exemple, hein, par exemple, la Myr Battle Sphere, ça va bien nous servir pour protéger au sol. Et bah Emrakul's Hatcher, c'est à peu près pareil, sauf qu'en vrai, on a quand même envie de faire du mana avec nos Eldrazi, soit pour rewarper un sort directement derrière, soit pour les mettre de côté, puis pouvoir rappeler nos grosses créatures en exil plus tard. En vrai, je trouve qu'il fait très bien le taf, ce truc-là. Goldspawn Dragon, avec un magnifique skin issu de Donjons et Dragons, un vieil artwork Donjons et Dragons, magnifique, par Larry Elmore. De toute façon, ça, c'est auto-include juste pour l'artwork, hein, évidemment, mais ça reste quand même très fort, hein. Pour 5 mana, c'est une 4-4 avec le vol et la célérité. Quand il attaque ou qu'il devient la cible d'un sort ou d'une capacité, on va créer un trésor. Alors, le petit effet bien chouette, c'est qu'en fait, il va doubler en fait, le mana de tous nos trésors. Voilà, les trésors qu'on contrôle ont engagé, sacrifié et ajouté 2 mana de n'importe quelle couleur. D'habitude, les trésors, ça fait 1 mana, bah là, ça en fera 2. Voilà, donc Goldspawn Dragon, je pense que tout le monde sait que ça a un petit peu fait ses preuves. Néeb l'Éternel, alors ça va faire mais une foisonnance de mana, c'est absolument trop fort. Pour 5 mana, c'est une 4-6. Ça a Affliction 3, c'est-à-dire que même s'il est bloqué, l'adversaire va perdre 3 points de vie. Ça va pas mettre des blessures, hein, parce que les blessures entraînent la perte de points de vie. Là, ça met directement 3 points de vie, même s'il est bloqué. Et ça tombe bien, parce qu'au début de la deuxième phase principale, donc après le combat, on va ajouter un mana rouge pour chaque 1 point de vie perdu par les adversaires. Donc vous vous doutez qu'avec des dragons, et même Néeb, déjà rien que Néeb, on est sûr de faire perdre au moins 3 points de vie. Mais avec un gros dragon qui tape à 7 en l'air, on va rajouter 10 mana à notre pool pour la main phase 2. Voilà, foisonnance de mana, on va recaster des gros bidules, c'est... Néeb, c'est extrêmement fort. Un petit Ganax issu du lore de Baldur's Gate, tout simplement. Ganax, chasseur astral, excusez-moi, pour 5 mana, c'est une 3-4, ça a le vol. Et à chaque fois que lui ou qu'un autre dragon arrive sur le champ de bataille, et ben on va créer un trésor, tout simplement. Alors choisissez un passé, là, ça ne nous intéresse pas. Alors ça, évidemment, pensez bien à le warp en premier. Si jamais vous avez plusieurs sorts à warper dans le tour, pensez bien à séquencer correctement en jouant Ganax en premier. Comme ça, derrière, vous allez voir les autres dragons qui vont arriver, ça va créer immédiatement des trésors. Il va très vite se rembourser. Avec ces trésors, évidemment, vous pouvez recaster, rewarper des sorts, ou les mettre de côté pour recaster des créatures depuis l'exil. Bon, Knuckles, voilà, excusez-moi, il est là. En fait, à la base, il bouchait un trou. Il était sur le banc des remplaçants, puis au final, j'avais pas encore reçu toutes les cartes, donc j'avais besoin pour le deck. Et en fait, il est resté parce qu'il a fait ses preuves, mais ça, j'avoue que c'est un slot qui potentiellement pourrait bouger. Et puis en plus, c'est pas très RP avec les gros dragons et avec l'espace, avec les gros dragons cosmiques, voilà. Pour 4 mana, c'est une 2-4. Il a le Double Strike, le Trample et la Haste à lui tout seul. Et à chaque fois qu'une créature ou plus met des combats de damage à un joueur, et ben je crée un trésor. Alors lui-même a le Double Strike, donc ça veut dire qu'il va taper au moins 2 fois, donc on va créer 2 trésors.
s'il passe, hein, évidemment. Et puis on ira au moins cogner une fois en l'air avec un gros Bazuzu qu'elle vole. Donc bon, il a quand même fait ses preuves, hein, la seule fois où je l'ai joué, mais j'avoue que s'il y a un slot qui doit bouger, il y a moyen que ce soit lui, hein, tout simplement. Donc voilà, là on a vu ce qui permettait de faire beaucoup de mana, beaucoup de trésors. Là vous avez vu, il y a quand même une bonne quinzaine, voire une petite vingtaine de cartes qui permettent en fait de générer énormément de mana, et vous allez voir que même si ça coûte que 3 de warper un sort, on va très vite avoir besoin d'énormément de ressources pour recaster les sorts, pour repiocher, pour refaire du warp, etc. Donc c'est pour ça qu'en fait il y a autant de pièces dans le deck qui sont consacrées à juste faire du mana. Et on va regarder en fait les payoffs du deck, hein, tout simplement les gros bébés qu'on a envie de slammer depuis notre main. Bon, c'est la majorité du deck, hein. Vous verrez qu'on a beaucoup de grosses créatures, beaucoup de gros payoffs qui vont faire très mal en fait, hein, parce qu'ils vont arriver avec la célérité pour seulement 3 mana, voire moins. Et le Blightsteel Colossus, voilà, ça one-shot mon adversaire, hein. Si on arrive à jouer Tanouk tour 2 ou tour 3, et qu'en fait dès le tour suivant on slam un Blightsteel Colossus, ça va sortir un adversaire. Pourquoi? Parce que déjà c'est une 11-11, Trample, indestructible, Infect. Et alors c'est le mot Infect là qui nous intéresse, parce qu'en fait à partir de 10 marqueurs poison, je vous rappelle qu'on perd la partie, lui il va taper à 11, donc il va mettre directement 11 marqueurs poison sur un adversaire, ce qui va immédiatement l'éliminer. Donc ça voilà, en fait c'est un deck qui peut être très explosif, qui peut prendre à revers absolument tout le monde, et alors je l'ai pas encore fait, quoique j'ai fait des plays encore plus sales je pense, mais ouais lui il est là juste pour sortir un adversaire voilà, très rapidement. Alors c'est feel bad, hein, mais écoutez c'est comme ça, hein. On joue pas Tanouk pour faire plaisir à la table, hein. Ça fait partie des decks méchants. Dans le même esprit, le Darksteel Colossus, voilà, c'est une 11-11. La différence de son petit pote, c'est que lui, il a pas le toxique, donc c'est un peu moins méchant. Et comme les autres colosses, s'il est amené à aller au cimetière, on va le remélanger dans la bibliothèque. Mais la plupart du temps, il sera exilé et on pourra le rejouer plus tard. Même si lui, même 11 mana, là, c'est un peu plus compliqué, à moins de faire un joli lancer de dés avec Copper Dragon. C'est compliqué de le rappeler. Mais bon, il aura quand même fait ses petits dégâts. Terror of Mount Velus, ça c'est extrêmement méchant. Une 5-5 Double Strike, donc ça va taper à 10 en l'air. Et en plus de ça, quand il entre sur le champ de bataille, toutes les autres créatures gagnent le Double Strike. Donc même si vous avez déjà un peu de board et que vous le warpez pour 3, toutes les autres créatures gagnent le Double Strike. Lui tout seul, il va taper à 2 x 5 en l'air. Bon, ça fait partie des win conditions, hein. C'est d'une violence extrême. Escoufle Enfer Tyron, très méchant bébé. Une 6-5 pour 6, ça vole, ça piétine. Et s'il touche un adversaire, on lui vole tous ses artefacts. Rappelez-vous, j'avais sorti un mème il y a quelques jours, justement sur le casque qu'il y a eu au musée du Louvre, là. Jamais j'aurais imaginé qu'on puisse faire ça. Rendez le bijou de la couronne. Vous avez intérêt à l'y rendre. Croyez-moi. Bande de losers, de voleurs, de crapules. Et il se trouve que j'ai réalisé ce mème dans la vraie vie, sauf qu'en face c'était pas Breya, mais c'était Urza. Donc en fait, je sais plus, je crois qu'on est tour 4. J'arrive à slammer mon Escoufle Enfer Tyran. J'attaque le joueur de Urza, et je lui vole une sentinelle, je lui vole son Sol Ring, et je lui vole je sais plus quoi. Effectivement très feel bad, mais c'est comme ça. Mais c'est pas très grave parce que de toute façon j'ai gagné 3 tours après. Mais ouais, Escoufle Enfer Tyran, c'est d'une brutalité sans nom. Et si en face on a un joueur qui joue un deck artefact, et ça chouine, hein, ça chouine. Rendez les bijoux de la couronne. Italie Primal Storm parce qu'on joue mono rouge, parce qu'elle va coûter que 3, voire moins. Et que c'est toujours rigolo de jouer avec les cartes des adversaires. Donc c'est une 6-6, quand elle attaque, on va regarder les cartes, enfin on va exiler les cartes du dessus de la bibliothèque de nos adversaires, et on va pouvoir jouer gratos ces cartes. Voilà, Italie elle est toujours là. Dès qu'on peut jouer des gros sorts mono-rouge gratos, Italie elle a son mot à dire. Alors, Worldgorger Dragon, alors ça c'est la carte un peu comboish et un peu tricky du deck. Quand il arrive, on va exiler tous nos propres permanents. Ça pique, donc il est tout seul. Il nous reste plus qu'une 7-7 Volt Trample. Voilà, qui fait pas grand chose. Par contre, quand il quitte le champ de bataille, on va chaque joueur va ramener sous son contrôle toutes les cartes qui sont à l'exil, pas forcément exilées par le Worldgorger Dragon. Donc ça veut dire qu'en fait, nous, on va ramener toutes les grosses créatures qui ont été warpées, les colosses, les Italie, enfin ce que vous voulez en fait. Et alors là, c'est très rigolo parce qu'en fait, gratos, on va ramener, je sais pas, 15, 20 ou plus de CCM. Là où c'est un petit peu tricky, et je vous donne la solution parce qu'on est bon joueur, en fait, ça peut tout simplement vous faire perdre la game, ce Worldgorger Dragon. Parce que en gros, en termes de séquençage, comment ça se passe? On le joue, il arrive sur le champ de bataille, son ETB va dans la pile, et là, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui l'exile ou qui le gère, pendant que l'ETB est encore dans la pile, et le World Dragon se fait gérer,
On résout l'effet d'exil. Le problème, c'est que le Worldgorger Dragon est déjà plus là. Donc s'il quitte le champ de bataille, enfin il pourra plus quitter le champ de bataille. Donc en fait nos permanents à l'exil ne le verront pas quitter le champ de bataille. Ce qui fait qu'en fait bah pour 3 mana, pour 6 si on l'a hardcast, et ben on a juste exilé notre board, voilà c'est tout. Il se passe plus rien derrière. Donc faites attention quand vous jouez le Worldgorger Dragon et que vous voulez faire ce play un petit peu tricky là. Vérifiez bien qu'en face on puisse pas vous le gérer en réponse, enfin en réponse à l'ETB, parce que sinon bah voilà on vous le gère, il dégage, et puis bah ensuite on résout l'exil de permanent, tous les permanents sont exilés. Et puis bah il le revoit pas, tous ces permanents ne vont pas le voir lui disparaître. Donc bah vous êtes comme un con. J'ai pas eu l'occasion de le faire encore, je pense que je le tenterai au moins une fois parce que ça peut être rigolo de gagner avec cet effet. Faites-le évidemment si ça vous fait gagner, hein. Si ça vous fait ramener que 1 ou 2 créatures, je pense qu'il y a d'autres moyens de le faire moins risqué. Donc voilà, lui ça faisait ouais, au moins 8 ans. Je sais pas, Eternal Master c'est 2016, ouais, donc ça fait 9 ans qu'il traînait dans un classeur. J'avais jamais trop su quoi en faire parce que son effet je le trouvais un peu bizarre. Et bah ça y est, il a enfin trouvé une maison. Comme quoi faut être un petit peu patient des fois. Calamity Galloping Inferno, ça c'est assez cool, ça va copier nos gros bazouzous. Bazouzou, hein, j'ai volé l'expression à Valet PL parce que j'aime beaucoup le mot bazouzou. Un gros bazouzou. Ça exprime exactement ce qu'est un gros bazouzou, finalement. Bah, lui, il va les copier, les gros bazouzous. C'est une 4-6 avec la célérité pour 6 mana. Au moment où il attaque, si jamais il est scellé, c'est-à-dire qu'on peut... Voilà, vous voyez, on peut mettre une créature sur le dos de ce cheval. On peut le sceller pour 1, c'est-à-dire qu'il faut que la créature elle ait au moins 1 de force, ce qui est assez facile finalement. Et bah en fait, au moment où il attaque, s'il est scellé, on va pouvoir créer 2 copies de la créature qui l'a scellé. Alors, créature non légendaire, mais on n'a pas énormément de créatures légendaires dans le deck de toute façon. C'est des gros dragons certes, mais ils sont pas légendaires. Et donc ça, bah pareil, hein, c'est très très fort. Certes, on va devoir engager une créature qui, elle, sera engagée et du coup pourra pas attaquer parce qu'elle sera sur le cheval. Généralement, ce sera un gros dragon à dos de cheval, hein. Mais derrière, on va faire 2 copies. Alors certes, elles seront exilées à la fin du tour, mais de toute façon, généralement, les trucs qu'on a warpés, ils sont exilés, donc c'est pas très grave. Puis bon, bah si vous copiez, je sais pas, un colosse ou un escoufle en fer, enfin bref, peu importe. Je vais dire Etali, mais non, Etali, elle est légendaire. Bref, voilà, Calamity, c'est très très ok, puis les stats sont cool. Carnosaur barrissant pour faire un petit peu de value, ça reste quand même une 7-6 piétinement, donc ça va mettre des grosses mandales. Et quand il arrive sur le champ de bataille, on va pouvoir découvrir 5. Découvrir, c'est un peu le cascade, c'est-à-dire qu'on va révéler le dessus de notre bibliothèque jusqu'à découvrir un sort qui coûte 5 ou moins. Alors c'est pas strictement inférieur, hein, c'est 5 ou moins. Et on va pouvoir caster ce sort gratos. On n'a pas énormément de sorts qui coûtent 5 ou moins, mais alors on va dire c'est peut-être, je sais pas, 10% du deck, ce qui est pas énorme, mais c'est pas grave parce que ça fera quand même de la value, hein. On va pouvoir soit le mettre dans notre main, soit le jouer gratuitement. De toute façon, le reste repart dans la bibliothèque, hein. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et puis, bah, pour 3 mana, dont un rouge, on va pouvoir se défausser du Carnosaur. Il va mettre 3 blessures à une cible créature au Planeswalker. C'est une espèce de petit recyclage qu'on n'utilisera quasiment jamais, sauf peut-être en early game, si on est un peu en retard et que... on a une cible, genre un commandant qui a 3 de défense, ça peut être pas mal, voilà. Ça m'est jamais arrivé jusque-là. Je pense pas que ce soit la chose la plus intéressante à faire avec Hidetsugu. Ah, la carte très très feel bad, j'ai sorti un adversaire très très rapidement grâce à lui. Hidetsugu, il coûte 5, c'est une 4-3, mais on va le payer évidemment avec le Warp pour 3 ou 2 mana. Avec la célérité, ce qui fait qu'on va pouvoir faire son horrible effet dès qu'il arrive et surprendre tout le monde, hein. Bah son effet c'est quoi? C'est on l'engage, voilà, il n'y a même pas besoin de payer du mana, et il va infliger à chaque joueur un nombre de blessures égal à la moitié des points de vie de ce joueur. Voilà, il va diviser tout simplement, juste en s'engageant par 2 les points de vie de vos adversaires. Il suffit que derrière il y ait des petits dragons avec 7 d'attaque, qu'on la double init, enfin bon, vous voyez, une fois qu'il arrive vous l'engagez, vous bourrez tous vos adversaires. C'est vous en sortez 1, voire 2, voire vous gagnez en fait quoi. Donc ouais, Hidetsugu, c'est très feel bad, c'est très méchant, mais encore une fois, je vous l'ai dit, ce deck, il est pas là pour être gentil. Des fois, on fait des decks gentils, des fois, on fait des decks méchants. Tanouk, il est méchant. Ilarg, c'est une star, j'ai pas besoin de vous le présenter, on va le faire quand même, c'est une 6-6 pour 5, ça le trample. Au moment où il attaque, on va pouvoir slammer une créature de notre main, gratuitement, et attaquante. Et à la fin du tour, cette créature va remonter dans notre main. Bon, si jamais lui, il est amené à mourir ou à être exilé, on peut le remélanger dans notre bibliothèque, mais on s'en fout, hein. Mieux vaut qu'il soit exilé pour pouvoir le rejouer directement, sans avoir à le repiocher. Ouais, donc ça, c'est extrêmement brutal. Si derrière, on a des phases d'attaque supplémentaires, vous verrez qu'il y a au moins 4 ou 5 moyens dans le deck, je vous montrerai, de faire des phases d'attaque supplémentaires. Bah, encore une fois, non seulement le Warp, ça va nous faire dégueuler notre main,
Mais lui, il va encore plus nous faire dégueuler notre main, et ça va bourrer, enfin bref, c'est... j'ai envie de dire, il a le physique de ses idées, hein, voilà. Twin Flame Tyrant, ma carte préférée, enfin une de mes cartes préférées de fondation, avec ce skin absolument monstrueux. Bon, pareil, hein, lui, dès que je joue rouge, de toute façon, il a sa place. Ça coûte 5 mana, c'est une 3-5, ça a le vol. Si une source que je contrôle devrait mettre des dégâts à un adversaire ou à un permanent que mes adversaires contrôlent, j'en mets le double à la place. Vous imaginez bien qu'avec tous les gros Bazuzu qu'on a dans le deck, ça va faire extrêmement mal. C'est vraiment, mais juste le warper pour 3 mana, c'est-à-dire que tout ce qui est sur le board va faire le double de dégâts, même s'il reste pas et qu'on le rappelle plus tard, il a tellement fait le job, c'est trop fort. Demanding Dragon, ça c'est mignon, c'est pareil, c'est le genre de slot que je pourrais potentiellement changer, parce que bon, des fois on fait un peu avec ce qu'on a sous la main, et ce qu'on a sous la main, c'est pas ce qu'il y a de plus fort à Magic, mais c'est quand même costaud. Pour 5 mana, c'est une 5-5 vol, voilà, ça va mettre une petite mandale. Et quand il arrive sur le champ de bataille, on peut mettre 5 dégâts dans la tronche d'un adversaire, à moins que cet adversaire décide de sacrifier une créature. Ça peut être chouette, mais ça dépend un peu quand il arrive. Évidemment, on va éviter d'aller mettre 5 dans la tronche d'un adversaire qui joue token, ça sert un peu à rien, parce qu'il aura trop de trucs à sacrifier, il aura trop le choix. Mais ouais, ça pareil, ça c'est le genre de slot que je pourrais changer pour un truc bien plus méchant. Et en parlant de méchant, le Terror of the Pix, ça c'est pareil, c'est savage de fou. Une 5-4 pour 5 qui a le vol. Il a un effet ward, même si c'est pas wardé comme ça. En gros, pour le cibler, il faudra payer 3 points de vie. Pour le cibler avec un spell, hein. C'est pour ça que c'est pas vraiment du ward, parce que ça marche que pour les spells. Et une fois que le Terror of the Pix est là, à chaque fois qu'une créature touche le champ de bataille de notre côté, et bah, elle va mettre autant... Enfin, le Terror of the Pix va mettre autant de blessures que la force de cette créature. Alors pareil, si vous voulez warder plusieurs choses dans le tour, pensez à bien séquencer et à poser en premier le Terror of the Pix. Je le dis parce que évidemment ça m'est déjà arrivé de faire l'erreur, parce que j'ai mal regardé ma main. Donc jouez en premier le Terror of the Pix, et après vous pouvez slammer vos grosses bêtes. Alors là il va blaster partout, parce que c'est any target, hein. Donc vous allez pouvoir mettre des dégâts face, ou tout simplement gérer des petites saloperies sur le board, ou des grosses saloperies sur le board. Nous on a des grosses créatures, donc on pourra gérer des grosses saloperies. Terror of the Pix, lui aussi c'est une star. Ah voilà, là on arrive, voilà, donc j'ai 5 cartes qui permettent de faire des phases d'attaque supplémentaires. Le célébrant de combat, un petit classique qui nous vient d'Amonkhet. Pour 3 mana, c'est une 4-1. S'il n'a pas été surmené ce tour-ci, on peut le surmener au moment où il attaque. Et si on fait ainsi, on dégage toutes les créatures et on refait une phase d'attaque. Surmené, je rappelle que si on l'engage, en gros il va juste pas se détaper pendant la prochaine phase de détape. C'est-à-dire qu'il va passer un tour entier engagé, et on pourra le dégager que... au tour d'après encore. Voilà, donc on peut le surmener pour faire une phase d'attaque supplémentaire. Je rappelle que Tanouk donne la célérité à tout le monde, donc ça pourra bien surprendre tout le monde. Carrelage, bah pareil, hein, pour 5 mana, c'est une 5-4. Elle-même n'a pas besoin d'attaquer d'ailleurs. Il suffit juste qu'elle soit là, pour qu'en fait, si c'est notre première phase de combat, on détape toutes les créatures. En plus, elle gagne le first strike. C'est absolument savage. Et derrière, on refait une phase d'attaque, une combat phase. Bon, elle aura la célérité, donc elle pourra attaquer, bien évidemment, mais le fait qu'elle a juste besoin d'être là et qu'elle-même n'a pas besoin d'attaquer, c'est vraiment... parce que c'est vrai, c'est whenever you attack, donc c'est... Carrelage, de toute façon, pareil, hein, ça a fait ses preuves. X-Plate, Wallbreaker, alors ça j'aime bien, parce qu'en plus, ça va faire un peu de board. Du coup, il a formé Rodin. C'est-à-dire que quand il arrive avec un petit rebelle 2-2, il y a un petit rebelle 2-2, il est là le petit rebelle 2-2. Hop là, et donc il arrive avec ça. Et en plus, on va pouvoir lui équiper directement l'équipement. Ça va donner plus de plus 2. Quand la créature équipée attaque, si c'est la première phase de combat, et bah pareil, on détape tout, et on peut réattaquer après cette phase. C'est un massacre, hein, tout simplement. Équipement 4, voilà. Si jamais on a besoin de rééquiper quelqu'un d'autre parce qu'on se fait gérer le rebelle, et bah ça coûte seulement 4. C'est très fort. Hein. Ça, c'est très vilain. Scourge of the Throne, pour 6 mana, c'est une 5-5. Ça a le Death Throne, justement, c'est-à-dire que si elle attaque le joueur avec le plus de points de vie, on va mettre un marqueur +1/+1 dessus. Et derrière ça, toujours si on a attaqué le joueur avec le plus de points de vie, et bah on va détaper nos créatures, et derrière rebolote, phase d'attaque supplémentaire. Alors on peut pas l'enchaîner, hein, c'est-à-dire que si par exemple on a un joueur à 30, qu'on le passe à 20 et que derrière il y a un joueur qui est à 25 et donc qui est passé devant et qu'ensuite on l'attaque lui, ça se redéclenche pas. Hein. C'est bien précisé qu'on peut le faire que à la première phase d'attaque. Et donc ça nous fait que 2 phases d'attaque dans le tour. Et heureusement, sinon ce serait complètement débile, c'est déjà assez méchant comme ça. Et le petit Minotaur, dont là évidemment le nom m'échappe. Désolé, à l'époque je l'avais acheté en japonais pour le style, pour la frime, parce qu'il était très beau, mais en fait chaque fois j'oublie son nom. En tout cas c'est une 6-6 qui a un effet de landfall. L'effet de landfall c'est quoi? Bah, c'est de refaire une phase d'attaque tout simplement. Alors je joue pas de fetch ou quoi que ce soit dans le deck,
On verra tout à l'heure la mana base, mais elle est très très simpliste la mana base, mais c'est vrai que je pourrais me permettre de jouer des fetch juste dans l'espoir de faire des phases d'attaque supplémentaires avec lui. Voilà, donc ça c'était les gros monstres avec lesquels on va arracher la tronche de nos adversaires. Qu'est-ce que je peux vous montrer maintenant? Rapidement, comme je vous l'ai dit, il faut quand même faire un peu de board. Donc sphère de bataille Myr, le classique, hein, la 4-7. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on va créer 4 Myr 1-1. Bon, après, si on attaque avec la sphère de bataille Myr, qu'on engage X Myr, elle va gagner plus X plus 0, on va mettre X blessure à l'adversaire qu'on attaque. Oui, bon, ça peut faire mal, hein, bien évidemment, surtout que tout ça aura la célérité avec Tanouk, bien évidemment. Mais c'est histoire d'avoir un peu de board, quand même, parce qu'il faut quand même qu'on puisse tenir les défenses, sachant que tout sera wardé, des fois, on aura peut-être un board un peu vide. Vers le early game, mid game, voilà, ça va être peut-être un peu dur de rappeler nos créatures, donc il faut au moins qu'on puisse avoir des petits défenseurs pour se protéger, parce que de toute façon les gens vont le voir venir, hein, que vous avez un deck de salopards, donc ils vont vouloir vite vous éliminer. Udvara Hellkite, ça coûte 8, c'est une 6-6 vol. À chaque fois qu'un dragon attaque, on crée une 6-6 dragon avec le vol. Pas eu l'occasion de la sortir encore, mais ça c'est pareil, hein, vous le séquencez bien. Vous le warpez, derrière vous warpez un autre dragon. Tout le monde a la célérité, vous attaquez avec vos 2 dragons, derrière vous faites popper 2 autres dragons 6-6, ça c'est excellent, ça va faire du board, ça va tenir en jeu vos adversaires, personne n'osera vous attaquer, ça c'est très très bon, pas eu l'occasion malheureusement de le voir sortir. Goblin Goliath, j'aime bien cette carte, une 5-4 pour 6, pareil quand il va arriver on va faire un nombre de jetons 1-1 gobelins par adversaire qu'on a, ce qui fait que généralement en commandeur multi on va créer 3 gobelins. Et oh, ça tombe bien, regardez, ces petits gobelins, ils sont pas beaux, là, regardez comme ils vont bien ensemble. Hop. Attends, est-ce qu'on peut les mettre dans l'ordre? Lui, il va là. Et lui, il va là. Bah voilà, on a nos trois gobelins. Pas mal, non? Bravo, Nathan Krieg, pour ces jolis visuels. Voilà, j'ai acheté ça à la Magic Mania, j'en suis très content. Et ils vont très très bien avec Goblin Goliath, qui fait 3 gobelins, généralement. Donc pareil, toujours dans le but de faire du board. Petit effet qui se cool, qui ne m'a jamais servi, mais qui pourrait servir, on peut payer 4, l'engager, et si une source que l'on contrôle devait mettre des damage ce tour, et ça en met le double à la place. Voilà, donc c'est l'effet du Twin Flames Tyrant, mais il va falloir payer, plus engager le Goblin Goliath. Mais non, mais ça peut faire des choses, ça peut faire des choses. Et voilà, dernière carte dans cet esprit, le Siege Gang Commander, il coûte 5, c'est une 2-2. Quand il arrive sur le champ de bataille, on va faire 3 gobelins. Oh, mais oh, regarde, mais ça tombe bien. Oh là là, c'est beau l'art. J'aime l'art. Évidemment, un petit effet vite fait, Goblin Bombardment. On peut payer 2, sacrifier un gobelin. Il va mettre 2 blessures à n'importe quelle cible. Enfin, créature ou joueur. Voilà pour les petites créatures qui vont nous faire un peu de board. Et en plus, ont des petits effets qui rentrent dans nos synergies. Hein. Parce qu'on veut pas laisser jouer les adversaires, on a un deck de salopards et que on met beaucoup de dégâts dans la bouche, mais qu'on veut pas nous en prendre, on va devoir gérer les créatures adverses. Alors ça tombe bien, il y a plein de moyens de le faire. Et en plus, tout ça, c'est encore des trucs qu'on va pouvoir warper pour pas un sou. Portail de Phyrexia, tout simplement. Sachant que j'ai, encore une fois, déconstruit Cruel Claw, Portail de Phyrexia n'a pas tardé à trouver une nouvelle maison. Pour 9 mana, quand il arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire va sacrifier 3 créatures. Et au début de notre entretien, on met sur le champ de bataille, sous notre contrôle, une carte de créature ciblée depuis un cimetière, qui devient Phyrexia en plus de ses autres types. Pareil, Savage de ouf. Le seul défaut, c'est que si on le warp, ça va ensuite aller au cimetière. Mais c'est pas très grave, parce que en gros, ça veut dire que pour 3 mana, si on le warp, on va tuer 9 créatures, quoi. Et en vrai, ça sur la première game que j'ai fait avec Tanouk et que j'ai gagné, ça m'a bien servi. Ça m'a bien servi, parce que du coup, en face, ça commençait un petit peu à se développer, et à pouvoir faire très mal. Ça a fait l'équivalent quasiment d'un Rasboard une fois que le portail est arrivé. Il est parti à l'exil. Plus tard en late game, j'ai laissé un peu mes adversaires se développer pareil, sauf que j'avais plein de trésors. Plus un peu, j'avais mes landes, plus quelques trésors. J'ai pu rappeler le portail depuis l'exil, et en plus cette fois il restait. Et pareil, ça a redétruit des créatures en face. Et bon, un portail de Phyrexia, voilà, c'est extrêmement costaud. Pour ceux qui connaissaient pas, et même si vous le trouvez un peu cher, testez-le, vous verrez que ça fait le taf. Bataillon, Ramprayon... ça aurait dû aller justement dans la pile de cartes qui fait du board. Ouais, désolé, je me suis trompé de pile. Ça devait aller avec la Battle Sphere et ses petits potes. Pas mal du tout, c'est une 4-4 pour 9. Piétinement célérité. Quand il arrive sur le champ de bataille, si on l'a lancé, je rappelle que le warp, ça lance le sort, on crée 2 jetons qui sont des copies de lui. Donc on va créer 2 jetons 4-4.
Et bah même si lui il se retrouve à l'exil, c'est pas grave parce qu'on aura 2 jetons 4-4 prêts à attaquer, à défendre, avec un artwork incroyable. Voilà, j'adore les gros robots de Brothers War, c'est vraiment avec un petit côté Shadow of the Colossus qui régale. Des châteaux géants vivants, c'est magnifique. Bellfire Dragon, ça aussi très très vilain avec un artwork magnifique que je me suis permis de mettre en all frame dans le deck parce qu'on est des bandeurs. C'est une 6-6 qui a le vol. Quand ça met des combats de damage à un joueur, ça met autant de damage à chaque créature qu'il contrôle. C'est un raceboard ciblé, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que c'est même pas unilatéral, parce que c'est que si quelqu'un se développe trop ou a trop de créatures embêtantes, vous lui mettez un coup de Bellfire, il prend 6 dans la tronche, peut-être même plus s'il y a les doubleurs de dégâts, peut-être même plus encore s'il y a les phases d'attaque supplémentaires, et ça va mettre 6 à tout son board, et voilà. Donc avec ça, on peut raser des boards adverses, pour notre plus grand plaisir, bien évidemment. Myojin, ça c'est très très chouette, ça coûte 8 mana, mais ça nous regarde pas. C'est une 7-4, il va arriver sur le champ de bataille avec un marqueur indestructible sur lui, si on l'a lancé depuis notre main, ce qu'on fera hein, avec le warp. On peut retirer son marqueur indestructible, et il va mettre 7 blessures à 3 cibles différentes. Créature ou joueur. Au hasard, tu pings les 3 commandants adverses, voilà, hop. Encore une fois, de toute façon c'est un deck où vous êtes l'arc ennemi, hein, voilà. Sauf si comme moi... lors de la 3e game que j'ai fait avec lui, je suis resté à 2 mana pendant toute la game. Une fois que les gens ont vu ce dont était capable Tanouk, si vous le sortez, vous êtes sûr d'être l'arc ennemi. Puis en plus, on s'en fout un peu hein, de lui virer son marqueur indestructible, parce que de toute façon, il va aller à l'exil très vite. Cityscape Leveler, c'est le pote du bataillon rampant. On dirait presque même qu'ils s'affrontent. D'ailleurs, je crois que c'est un peu ça. Hein. Parce que j'imagine qu'à gauche, on a le gros robot d'Urza, et à droite, ça doit être celui de Mishra. Ou alors les deux sont à Mishra. C'est vrai qu'ils font très Mishra les deux. Bon, je connais pas assez le lore, désolé. Allez voir Magic C'est Chic si vous voulez avoir des réponses sur toutes ces questions. Cityscape Leveler, ça coûte 8, c'est une 8-8 trample. Et quand on caste ce gros bazouzou, et ben on peut détruire jusqu'à un permanent non-terrain. Et son contrôleur va créer une Power Stone. Alors les Power Stone, je rappelle ce que ça fait. D'ailleurs, moi je suis un gars gentil. Du coup, j'ai prévu la Lithoforce, voilà la Power Stone, pour la donner à mon adversaire, mais ce mana ne peut être dépensé que pour les sorts artefacts. Voilà. Ce mana ne peut pas être dépensé pour lancer un sort non-artefact. Donc ça sert juste, voilà, c'est vraiment très RP Urza et artificier fou. Voilà, on est toujours dans la pile gestion du board adverse. Bogardan Hellkite, oui c'est un deck thématique dragon Hellkite, hein, que voulez-vous. 5-5 vol avec le flash, au cas où. Et quand il arrive sur le champ de bataille, on peut mettre 5 damage, divisé comme on veut, parmi autant de cibles qu'on veut. Voilà, on peut pinguer 5 tokens qui ont 1 de défense, on peut mettre 5 dans la tronche d'un adversaire, on peut... Moi j'aime bien le côté un peu versatile de cette carte, c'est vrai que seulement une 5-5 qui va mettre 5 par rapport à ce qu'on a vu avant, c'est pas extrêmement fort, mais petit côté versatile que j'aime bien, puis encore une fois c'était dans un classeur, donc ça méritait d'être là. Dracuzette, gueule de flamme. Alors lui il est légendaire donc on pourra pas le copier avec Calamity, mais c'est pas très grave. Ça reste une 7-7 vol donc ça pique. Et à chaque fois qu'il attaque, il va mettre 4 blessures à n'importe quelle cible et 3 blessures jusqu'à 2 autres cibles chacune. Pareil là on parle de gérer les boards adverses ou de mettre les derniers points dans la tronche de l'adversaire. Ça peut nous donner le reach quoi. Et il me semble qu'on arrive à la dernière carte qui permet de gestion, hein, qui permet en fait de gérer les boards adverses. Le tyran des hauts de Caire, il est breton. Lui je le reconnais, je crois l'avoir croisé à Plosevet il y a pas si longtemps dans le Finistère. C'est une 4-5 avec le vol. Quand il arrive sur le champ de bataille, il met 4 blessures à n'importe quelle cible. Moi ce que j'aime bien avec tous ces dragons, c'est que c'est n'importe quelle cible. On peut mettre face, on peut gérer des trucs, c'est tellement versatile. Et comme beaucoup de ses compatriotes dragons, on peut payer 1 rouge et lui donner plus 1, plus 0. Voilà, le lance-flamme. Si jamais il nous reste des petits manas et qu'on a besoin de le booster un petit peu. Voilà, ça en fait des choses, et pourtant c'est pas fini, on va arriver, c'est quoi ça? C'est la pile de quoi déjà? Ah bah c'est les piocheurs. Ah bah oui c'est les piocheurs, parce que comme je vous l'ai dit, il va falloir trouver un moyen de faire beaucoup de value, parce que vu que tous les sorts, tout le mana qu'on dépense va être investi dans des créatures qui derrière vont être exilées, il faut toujours avoir une main remplie pour être sûr de pouvoir warper des sorts, et avoir beaucoup de mana, quoi qu'il arrive, pour être sûr de warper en boucle, ou de ramener des trucs de l'exil. Et pour ça on a beaucoup de piocheurs. Et alors ça, je pense que en vrai, c'est une des meilleures cartes du deck. On dirait qu'elle a été designée exprès pour Tanouk, alors que ça date d'il y a bien plus longtemps. Joyau combatté, ça coûte 6, ou 3, évidemment. Quand il arrive sur le champ de bataille, on va piocher 3 cartes. Et en plus de ça, on va pouvoir l'engager.
pour faire 3 mana de la couleur de notre choix. Donc c'est pile le compte pour warper un sort. Et alors je vous rappelle que le petit défaut du joyau convoité, c'est qu'à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle nous attaque, si elle n'est pas bloquée, et bah ce joueur va piocher 3 cartes et acquérir le contrôle du joyau convoité et le dégager. Donc c'est très fort de base, mais le truc c'est que les gens vont pouvoir nous le piquer. En plus, vont vouloir nous attaquer, parce que, bah, oui, il est convoité, ce joyau, donc les gens vont vouloir le récupérer, pour faire leur propre value. Sauf que là, que nenni, nous, on va faire notre propre value, mais vu qu'il a été warpé, on a pioché nos cartes, on a fait nos 3 manas, on a warpé d'autres trucs derrière, on a boui-bouité comme on voulait, mais derrière, lui, il va être exilé. Donc personne pourra venir nous le voler. Voilà, il arrive, il fait sa grosse value, et puis bah derrière il dégage, donc personne pourra le récupérer. C'est vraiment, ça en termes de synergie avec Tanouk, c'est Chief Kiss. Nullspine Dragon, 7-5 pour 7, ça a le vol, pardon. Quand il arrive sur le champ de bataille, on peut se discard de sa main et piocher un nombre de cartes égal au nombre de dégâts qu'on a mis dans la tronche d'un adversaire ce tour-ci. Alors c'est un effet will, parce que généralement les effets will c'est 11 des fausses de la main, on pioche 7, et lui il a 7 de force. Donc c'est un peu une will sur pattes, une will sous forme de dragon finalement. Vu le nombre de saloperies qui peuvent attaquer en l'air, on pourra peut-être même piocher bien plus que ça. Même si c'est pas forcément... on va pouvoir mieux sculpter notre main, disons, parce qu'il faudra défausser à la fin du tour si on a plus de 7 cartes en main. Donc ouais, voilà, ça va permettre en fait de... Encore une fois qu'on a warpé tous nos sorts, toujours garder la will à la fin, pour pouvoir se refaire une main. Clive Ifrit Dominance, bah pareil, c'est un effet de will peut-être un peu moins fort, même s'il a d'autres effets qui sont cool. Ce bon vieux Clive issu de FF16, c'est une 5-5 pour 6. Quand il arrive sur le champ de bataille, on va discard sa main et piocher un nombre de cartes égal à notre dévotion au rouge. Dévotion au rouge qui sera minimum de 4 généralement, parce que lui-même a 2 mana rouges dans son coup. Tanouk a 2 mana rouges dans son coup, donc en général, on va défausser sa main, piocher 4. Mais c'est déjà cool de piocher 4. Encore une fois, je rappelle qu'avec Tanouk sur le board, on va très très vite se vider de notre main. C'est du mono rouge, donc ça va aller vite. Derrière, l'effet sympa, c'est qu'on peut payer 6, l'engager et du coup le retourner. On va quand même regarder ce qu'il y a derrière. Ça m'est jamais arrivé de le retourner, et c'est pas ce qui nous intéresse le plus, mais... Vu que derrière c'est un gros Bazouzou, bah il se transforme en Ifrit, hein, évidemment. Premier effet, il va se fight contre une autre créature, c'est une 9-9, globalement il risque quand même de gagner le combat. Et bah toujours dans l'optique de faire plein de mana, c'est vrai que son dos est intéressant, parce que l'effet 2 et l'effet 3, on va ajouter 4 mana rouges à notre réserve, et une fois qu'on a fait son 3e effet, il va se retourner. C'est une saga qui se flippe et se déflippe et se reflippe. Voilà. Il redevient Clive. Et derrière, on va pouvoir redéfausser notre main, repiocher 4 ou plus. Bon, voilà. C'est très costaud, en vrai. J'ai jamais eu l'occasion de le tester, malheureusement. La Girulk rouge, la combustible Girulk, un petit classique. Ça coûte pas cher, en plus, en termes de monnaie, et ça fait le taf. Une 6-6 pour 6, qui a le First Strike. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on va piocher 3 cartes. Ça, c'est quand même balèze. Et si un joueur refuse qu'on pioche 3 cartes, et bah c'est ok. Par contre, on va meuler de 3 cartes, il va se prendre autant de dégâts que le CCM de ces 3 cartes. Vous avez vu quand même qu'on a des gros pâtés qui coûtent 5, 6, 7 si c'est pas plus. Il peut mourir si on révèle 2 colosses, bon voilà, c'est finito. Donc évidemment que tout le monde vous laissera piocher vos cartes. Hein. Donc ça c'est une 6-6 First Strike qui vous fera piocher 3 cartes pour 3. Voilà ce que ça veut dire. On veut être sûr d'avoir toujours une main pleine, voilà, de pouvoir cracher tous nos sorts et repiocher derrière, donc on joue toutes les wheels, voilà, on s'en fout. Reforger l'âme en rituel, ça coûte 5, chaque joueur se défausse de sa main, puis pioche 7 cartes. Et en plus c'est très bien parce qu'il y a un coup de miracle pour 2. Alors là c'est champagne, hein. Si vous la piochez, si vous avez... Ça en top deck c'est magnifique. Hein. C'est-à-dire que si en fait si c'est la première carte qu'on pioche dans le tour, on peut la révéler et la jouer pour seulement 2 mana au lieu de 5. C'est une très 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 bonne wheel. Magus of the Wheel, voilà, la wheel sur patte par excellence. En plus là on a quand même une jolie altération, un collage de Kevin Alterd qui est... Enfin, je n'ai pas les mots, moi-même qui fais de l'altération, je suis un petit peu jaloux de son talent, voilà. J'aimerais bien pouvoir faire des choses aussi élégantes, aussi précises, aussi pointues. Je te volerai ta technique. En fait, je lui achète ces altérations, c'est pour faire du rétro engineering, pour voir comment il... Non, parce que je suis un gros fan, tout simplement, de ce que fait ce monsieur, c'est magnifique. Donc je l'ai mise dans le deck, voilà, parce que j'en avais besoin. C'est une 3-3 pour 3, on peut payer 2, l'engager, le sacrifier, discard, piocher 7, c'est toujours pareil. De toute façon, vous verrez, c'est toujours cet effet, hein. Et pour ajouter un peu d'huile dans les rouages, la Cathartic Reunion et le Demand Answers. Ça, c'est pour ajouter un peu d'huile dans le deck, hein. Ça fait pas vraiment de value, parce qu'en fait, en tant que coup supplémentaire, il va falloir se défausser d'une carte. Quoique on peut sacrifier un artefact,
Donc pourquoi pas, mais de toute façon on préfère que nos artefacts soient exilés en fin de tour, donc on se défaussera plutôt d'une carte, donc ça fait pas vraiment de value, parce que on joue cette carte, plus on se défausse d'une carte, même si c'est pour piocher 2 derrière, on n'a pas fait de carte advantage. Par contre, on va aller chercher des sorts à warper, voilà. Si on est un peu en galère, machin, mais ça je suis sûr que je peux trouver mieux. D'ailleurs, n'hésitez pas à donner des suggestions en commentaire, hein, je pense que... Mais ça, pareil, même en début de game, si on a un peu de mal à trouver nos landes et tout, bon, finalement, ça m'a pas servi la dernière fois, mais voilà, ça, c'est les effets un peu faceless looting dans l'esprit qui permettent bah voilà, quoi, d'ajouter de l'huile au rouage. On a quasiment fait le tour, faut que je vous montre ça, quand même, qui sont un peu des cartes high synergie, entre guillemets. Et encore, elles m'ont un peu collé à la main, je suis même pas sûr que ce soit si pertinent au final. Alors ça, si, ça, j'ai pas eu l'occasion encore de le jouer, mais ça, c'est trop fort, parce qu'en gros, pour 2 mana, c'est un artefact, on peut payer un l'engager et mettre fin au tour. Alors ça c'est incroyable parce que ça veut dire que par rapport aux effets de Ward ça dit que au début de la phase de fin, il va falloir exiler tous les sorts qui ont été warpés pour pouvoir les rejouer plus tard. Et bah grâce à Sundial of the Infinite, on va garder les créatures sur le board. Elles seront pas exilées à la fin du tour parce qu'on va mettre fin au tour. Donc on passera pas par les étapes, les différentes étapes de fin de tour. Début d'étape de fin, machin. Non, non, non. On met fin au tour, ça passe directement à l'adversaire. Et tous les effets qui trigger au début de la phase de fin de tour, bah ils triggerent pas. Donc en fait, on va warper 1, 2, 3, 4 sorts dans le tour. Pour un, j'engage, je mets fin au tour. Petite phase d'attaque avant, bien évidemment. Et on garde nos créatures sur le board. Donc ça, c'est high synergie, c'est quand même très fort. Par contre, celles-là, voilà, elles sont un peu chères en fait. C'est-à-dire que on va être obligé de les hardcast pour 5. Enfin, celle-là pour 5, de toute façon, c'est un enchantement, donc on va le jouer normalement. Pour que ça reste sur le board, cabinet du conjurateur, au début de votre étape de fin, vous pouvez exiler une créature ciblée que vous contrôlez, puis la renvoyer sur le champ de bataille. Et bah après avoir expérimenté le deck, en fait, je trouve que c'est assez lent au final. Pour 5 mana, je préfère warper 2 sorts, par exemple, si j'ai un peu évidemment de rampe, enfin pas de rampe, mais des trucs qui permettent de réduire le coût des sorts, ou même recaster un truc qui coûte 4 ou 5 depuis l'exil. Franchement, je préfère faire ça. Ça va être un peu long à se mettre en place, ça va quasiment prendre un tour pour pouvoir faire blinker une créature en gros qui a été warp. Je sais pas sur le long terme ça se rentabilise, mais au final ça m'a toujours collé à la main et j'ai toujours préféré jouer des cartes qui avaient un impact sur le board, warper des grosses créatures qui avaient immédiatement un impact parce que j'avais besoin de gérer une situation, et cabinet m'a toujours collé à la main. Donc, au chiotte les cabinets. Non, je sais pas, mais ça, je pense que ça va bouger. Et ça, bah, c'est à peu près le même principe. Hein. J'ai envie de le jouer pour son côté droit. Ça coûte 6, donc pareil, c'est comme le cabinet, c'est un peu le bout du monde. Enfin, disons que pour 6, je peux warper 2 énormes bazouzous, quoi, ou en ramener un depuis l'exil. Une fois par tour, vous pouvez payer 0 à la place du coup de mana d'un sort que vous lancez depuis l'exil, bah voilà. Sauf que les sorts qui se jouent depuis l'exil, bah c'est à peu près dans cette range de CCM, quoi. Donc, oui, ça va se rentabiliser au bout de 2 tours, mais... Ah, moi en 2 tours, j'ai des situations à gérer. Hein. Le côté gauche, c'est au début de votre entretien, donc ça coûte 4, et au début de l'entretien, on peut exiler une carte dessus de la bibliothèque, et on peut la jouer ce tour-ci. Donc les deux, évidemment, synergisent ensemble, mais bon, c'est pas... Je suis pas certain de ces trucs-là, n'hésitez pas à me conseiller des choses en commentaire, évidemment, si vous pensez que je peux optimiser tout ça. Et là, je pense que ça y est, on a fait le tour, je vais vous présenter la mana base, qui est évidemment remplie de plaines de base, mais des jolies plaines quand même. On peut s'arrêter un peu sur ces magnifiques plaines. Évidemment, beaucoup de plaines de l'espace, des plaines draconique, évidemment, des plaines de l'espace, une plaine Magali Villeneuve parce qu'on est des bandeurs, toujours des plaines de l'espace, toujours des plaines de l'espace. Celle-là, elle est même Galaxy Foil, c'est pour vous dire à quel point elle est de l'espace. Non, mais évidemment, on joue des landes un petit peu RP, comme d'hab, un petit peu le flavor avec Tanuk. Tanuk qui est un explorateur du ciel. On est même... D'ailleurs, il y a du gros dragon aussi. Alors oui, il y a évidemment des gros constructs, parce qu'on joue des gros constructs. Mais il y a aussi, voilà, du gros dragon. Et voilà, toujours avec un gros constructeur. Les landes, je rappelle, hein, les landes... ça, c'est des petits landes qui coûtent pas cher, même en foil, c'est hyper accessible, c'est quelques dizaines de centimes. Mais les full art de Brothers War, c'est impressionnant. Voilà, un petit dragon dans le dessin ici, on reste un petit peu RP. Arena of Glory, parce qu'on peut payer un rouge, l'exert, et ajouter 2 rouges à la poule, et si on lance un sort de créature, il gagne le haste. Voilà, c'est vraiment des trucs qui peut-être, au bout du monde, nous serviront à un moment donné, mais voilà, c'est des landes utilitaires, mais en vrai, qui m'handicapent pas trop, hein, évidemment. Mais c'est pas, voilà, c'est pas incroyable, hein. Ça arrive engagé, sauf si on contrôle une montagne, hein, ce qui va être évidemment le cas la plupart du temps. On paye 3, on l'engage, les créatures que l'on contrôle gagnent +1, +0.
peut toujours servir. Shinka, évidemment, avec le skin Seigneur des Anneaux. Ça fait du rouge, ça arrive d'étape. On peut payer un rouge l'engagé. La créature légendaire gagne le first strike jusqu'à la fin du tour. Voilà, pareil, on sait jamais, voilà. Mais très honnêtement, ça m'a jamais servi. Pareil, ça, on peut donner la célérité pour un rouge. Bon, l'autre effet, on s'en fout, faut avoir l'autre carte pour les fusionner. Sanctuaire de Tirith, ça fait du mana incolore, mais c'est pas bien grave, on peut l'engager pour 2, la créature légendaire ciblée devient un dieu, en plus de ses autres types, et on met un marqueur +1/+1 sur elle, et on peut payer 4, l'engager, la sacrifier, et on met un marqueur indestructible sur un dieu ciblé. C'est un peu lent à mettre en place, hein. Pareil, je sais pas, jamais eu l'occasion de le faire. Et le Maelstrom du dragon esprit, parce qu'on joue quand même... La moitié de notre deck, c'est des dragons. Il va faire du mana de la couleur de notre choix, mais on peut le dépenser que pour les sorts de dragon ou les sorts de présage. Donc tranquille, hein, de toute façon, je crois qu'on a que 2 ou 3... Ouais, on a peut-être que 3 landes qui font du mana incolore, donc pas de souci pour se fixer, hein. On joue monocouleur. On peut payer 4, l'engager, sacrifier ce terrain et aller tuto un dragon, voilà, qui va arriver dans la main. Voilà, encore une fois, au bout du monde, ça fera peut-être des trucs. Un NDFC avec d'un côté Kazol's Fury. Ça potentiellement ça pourra tuer un adversaire, ça, avant de warper un truc, avant que ça parte à l'exil, et bah on le rentabilise en le sacrifiant et en mettant autant de dégâts que la force de la créature sacrifiée dans la tronche, n'importe où d'ailleurs, créature ou adversaire. Et derrière c'est un land qui arrive d'étape à condition qu'on paye 3 points de vie. Ah non, ça arrive tape quoi qu'il. Ok, bon. Un peu moins fort que ce que je pensais, mais... Bon, voilà, encore une fois, je me suis... C'est vrai que, moi, mes mana base, land utilitaire et tout, c'est pas mon fort. Je me creuse pas trop la tête pour ça. Et un petit Sokenzan, voilà, tout simplement parce que, encore une fois, au bout du monde, dans le doute, peut-être, ça nous fera 2 jetons esprit. Voilà. Pour sûrement moins de 4 mana, mais bon, les capacités de transfert... En fait, c'est gratuit, hein, ça fait du mana rouge quoi qu'il, ça arrive d'étape. Ça coûte vraiment rien de mettre ça dans le deck, hein. Rock Passage, voilà, pour aller, pour être sûr d'avoir une créature qui passe au cas où, pareil, pour aller finir un adversaire, et puis bah voilà, hein. Bah écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé de cette deck tech. Évidemment, j'attends vos retours en commentaire. Tous les conseils sont les bienvenus, toutes les suggestions sont les bienvenues. Moi, j'adore échanger avec vous en commentaire sur Magic, c'est un régal, et c'est pour ça qu'on fait ça. Petite deck tech un peu longue, peut-être. Donc merci à celles et ceux qui sont encore présents sur cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Ciao.